Mes enfants m'ont demandé, alors que je suis encore en vie, toute ma propriété. J'ai accepté. Mon ex-mari a souri et a dit « Maintenant, nous n'avons plus besoin de toi ». Ils ont signé et ont fait leurs adieux définitivement. Mais quand le notaire est arrivé à la dernière page et a commencé à lire les 2 derniers paragraphes, quelque chose s'est passé qui... Les sourires ont disparu en quelques secondes, parce que... Bonjour, je m'appelle Béatrice Roche, j'ai 68 ans, et voici mon histoire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien, cela compte énormément pour moi. Le bureau du notaire sentait le vieux cuir et le papier jauni par le temps. C'était un après-midi de novembre 2024, gris et froid, exactement comme mon cœur ce jour-là. Les rues de Paris étaient mouillées par une pluie fine qui n'en finissait pas. J'étais assise sur une chaise en cuir usé, face à une immense table en acajou couverte de documents officiels, de cachets, de signatures à venir. Mes mains tremblaient, pas de froid, de peur, ou peut-être de quelque chose que je n'osais pas encore nommer. À ma droite, Philippe, mon fils de 42 ans, portait un costume sombre impeccable, une montre suisse au poignet, et tapotait nerveusement sur son téléphone portable. Il n'avait pas levé les yeux vers moi depuis notre arrivée. À ma gauche, Valérie, ma fille de 39 ans, tenait sur ses genoux un sac à main de marque, probablement acheté récemment. Elle aussi regardait ailleurs, comme si j'étais invisible. Adossé contre le mur du fond, bras croisés sur sa poitrine, Thierry, mon ex-mari, affichait un sourire en coin. Ce sourire que je connaissais trop bien. Celui qui annonçait toujours quelque chose de cruel. Maître Lemoine, le notaire, était un homme d'une 60aine d'années, aux lunettes fines et à l'expression parfaitement neutre. Il feuilletait les documents avec une lenteur calculée, méthodique, comme s'il voulait s'assurer que chaque mot comptait. Le silence dans la pièce était pesant, oppressant. On n'entendait que le tic-tac régulier de l'horloge ancienne accrochée au mur, et parfois le bruit des pages que le notaire tournait. Personne ne parlait. Personne ne me regardait. J'avais l'impression d'être déjà morte. Comme si j'assistais à la lecture de mon propre testament, sauf que j'étais encore vivante, assise là, témoin de ma propre disparition. Mes enfants ne m'avaient pas demandé comment j'allais. Ils ne m'avaient pas demandé si j'étais sûre de ce que je faisais. Ils voulaient juste que je signe, vite, pour en finir, pour que tout soit réglé, pour ne plus avoir à s'inquiéter de moi, de mes besoins, de mon existence. J'étais devenue un problème à résoudre, une formalité administrative, un obstacle entre eux et ce qu'ils désiraient vraiment, ma propriété en Provence. Philippe finit par lever les yeux de son téléphone et me regarda avec impatience. « Maman, signe. Tout est en ordre, on perd du temps. » Sa voix était sèche, dénuée de toute chaleur. Valérie acquiesça sans même me regarder. « Oui, maman. On a tous des choses à faire après. Dépêche-toi. » Thierry, lui, ne disait rien. Il se contentait de sourire. Ce sourire suffisant. Ce sourire qui semblait dire « J'ai gagné ». J'avalais ma salive avec difficulté, ma gorge était serrée. Mes doigts tremblaient en tenant le stylo Montblanc que Maître Lemoine m'avait tendu. Je regardais les documents devant moi. Des pages et des pages de termes juridiques, des clauses, des conditions, des signatures à apposer. Tout était là, noir sur blanc. La donation de ma propriété à Gordes. La maison où j'avais passé tant d'étés heureux, avant que tout ne s'effondre. La maison où j'avais élevé mes enfants, seule, après le divorce. La maison qui était le seul endroit où je me sentais encore chez moi, et je m'apprêtais à la leur donner. Parce qu'ils me l'avaient demandé. Non, parce qu'ils me l'avaient exigé. Pendant des années, à chaque visite, à chaque appel téléphonique. « Maman, tu ne vas pas garder tout ça pour toi. Sois réaliste. Tu ne vivras pas éternellement. Donne-nous la propriété maintenant, ça évitera des complications plus tard. » Voilà ce qu'ils me répétaient, encore et encore, jusqu'à ce que je cède, jusqu'à ce que j'accepte, parce que je ne savais plus dire non, parce que je voulais encore croire qu'ils m'aimaient. Je signai enfin. Le stylo glissa sur le papier. Mon nom, Béatrice Roche, ma signature tremblante, presque illisible. Philippe se pencha immédiatement, signa à son tour sans même lire. Valérie fit de même, un sourire satisfait sur les lèvres. Thierry s'approcha de la table, prit le stylo,
et signa comme témoin. Puis il se pencha vers moi, son visage tout près de mon oreille. Il chuchota, assez bas pour que personne d'autre n'entende clairement. « Maintenant, nous n'avons plus besoin de toi. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. Une larme roula sur ma joue. Je fermai les yeux. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Pas maintenant, pas encore. Maître Lemoine ajusta ses lunettes et commença à lire les termes du contrat d'une voix monotone et professionnelle. Philippe était déjà retourné à son téléphone. Valérie examinait ses ongles vernis. Thierry retourna s'adosser contre le mur, les bras croisés, l'air satisfait. Personne ne m'écoutait. Personne ne me voyait. J'étais transparente. Le notaire lisait clause après clause, article après article. Des mots techniques, des formulations juridiques. Rien qui semblait les intéresser. Ils avaient ce qu'ils voulaient, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais alors, quelque chose changea. Maître Lemoine ralentit sa lecture. Il tourna une page, puis une autre. Et soudain, il s'arrêta complètement. Il leva les yeux vers moi, un regard bref, imperceptible. Puis il regarda Philippe, Valérie, et enfin Thierry. « Avant de conclure, dit-il d'une voix plus grave, il y a 2 clauses supplémentaires qui doivent être lues à haute voix, conformément à la demande expresse de la donatrice. » Philippe leva les yeux de son téléphone. Valérie cessa d'examiner ses ongles. Thierry se redressa légèrement contre le mur. Un frisson parcourut la pièce. Le tic-tac de l'horloge sembla soudain plus fort, plus présent. Mes mains, posées sur mes genoux, cessèrent de trembler. Mon cœur battait vite, mais cette fois, ce n'était plus de la peur. C'était autre chose, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Maître Lemoine posa ses lunettes sur le bout de son nez et commença à tourner lentement les pages du document. Philippe fronça les sourcils, l'air agacé. « Des clauses supplémentaires ? Pourquoi on ne nous a pas parlé de ça avant ?» demanda-t-il sèchement. Le notaire ne répondit pas immédiatement. Il continua à feuilleter, comme s'il cherchait exactement la bonne page. Valérie échangea un regard nerveux avec son frère. Thierry, lui, restait immobile, mais son sourire avait légèrement disparu. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Je restais assise, droite sur ma chaise, les mains toujours posées sur mes genoux. J'observais leur visage. Philippe, impatient et irrité. Valérie, inquiète et confuse. Thierry, méfiant. Il ne comprenait pas encore ce qui se passait. Mais moi, oui. J'avais attendu ce moment pendant des mois. Depuis le jour où j'avais pris la décision de ne plus être une victime. Depuis le jour où j'avais compris que je méritais mieux que l'indifférence et le mépris de mes propres enfants. Les mois précédents avaient été les plus difficiles de ma vie. Pas à cause de la solitude, j'y étais habituée. Mais à cause de la douleur de réaliser que mes enfants ne m'aimaient pas. Pas vraiment. Ils aimaient ce que je possédais. Ils aimaient l'idée de l'héritage. Ils aimaient la propriété en Provence, les comptes bancaires, les biens immobiliers. Mais moi, Béatrice, la femme qui les avait mis au monde, qui les avait élevés seuls après le divorce, qui avait travaillé jour et nuit pour leur offrir une vie confortable, moi, je n'existais plus pour eux. J'étais devenue un obstacle, un détail à régler, une formalité administrative. Maître Lemoine s'éclaircit la gorge. Ces clauses ont été ajoutées à la demande de Madame Roche il y a 3 mois, lors d'une rencontre privée dans mon cabinet. Elles ont été enregistrées officiellement et font partie intégrante de ce contrat de donation. Philippe se pencha en avant, visiblement irrité. 3 mois ? Pourquoi on ne nous a rien dit ? Le notaire le regarda calmement. Parce que Madame Roche souhaitait que ces informations soient révélées uniquement lors de la signature finale, en présence de tous les bénéficiaires et témoins. Valérie ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Elle était trop surprise. Thierry se détacha du mur et fit quelques pas vers la table. « Béatrice, qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il d'une voix tendue. C'était la première fois qu'il s'adressait directement à moi depuis notre arrivée. Je le regardais droit dans les yeux. Je ne baissais pas le regard. Je ne tremblais pas. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Thierry. J'ai repris le contrôle de ma vie. Ma voix était calme, posée. Je ne reconnaissais presque pas ma propre voix. Elle était plus forte, plus assurée. Philippe et Valérie me regardèrent comme si j'étais devenue une étrangère.
Les années avaient passé si vite, trop vite. Je me souvenais encore du jour où j'avais divorcé de Thierry. C'était en 2005. Philippe avait 23 ans, Valérie 20. Ils avaient pris le parti de leur père presque immédiatement. Pas parce qu'il était innocent, mais parce qu'il était riche, influent et qu'il savait comment les manipuler. Thierry avait toujours été doué pour ça, pour acheter les gens, pour les séduire avec des promesses, des cadeaux, des invitations. Il leur avait offert des voyages, des voitures, des appartements. Et moi, je n'avais rien à offrir que mon amour. Un amour qui, apparemment, ne valait rien. Après le divorce, j'avais essayé de maintenir une relation avec mes enfants. Je les appelais, je les invitais, je préparais des repas. Mais ils étaient toujours occupés, toujours pressés, toujours ailleurs. Les années passèrent, et je compris peu à peu que je n'étais plus une priorité pour eux. Je n'étais même plus une pensée. J'étais devenue invisible, sauf quand ils avaient besoin de quelque chose, sauf quand ils voulaient parler de ma propriété en Provence. Là, soudainement, je redevenais importante. Là, ils se souvenaient que j'existais. Maître Lemoine reprit sa lecture. Comme vous le savez déjà, ce document formalise la donation en pleine propriété de la maison située à Gordes, Provence, au profit de M. Philippe Roche et Mme Valérie Roche, enfant de la donatrice. Philippe hocha la tête, rassuré. Valérie sourit légèrement. Thierry se détendit un peu. Il pensait que tout était réglé, que tout était fini, que j'avais simplement signé ce qu'il voulait. Mais le notaire n'avait pas terminé. Cependant, continua-t-il en tournant une page, il convient de préciser certaines conditions attachées à cette donation. Le mot « condition » résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Philippe se raidit. Valérie cessa de sourire. Thierry plissa les yeux. « Quelles conditions » demanda Philippe d'une voix dure. Maître Lemoine ne répondit pas tout de suite. Il prit son temps, relut silencieusement quelques lignes, puis leva les yeux vers eux. Ces conditions ont été établies conformément au Code civil français, et plus précisément aux articles régissant les donations avec réserve d'usufruit et les clauses de révocation pour ingratitude. Valérie regarda son frère, complètement perdu. Philippe fronça les sourcils, visiblement inquiet. Thierry resta silencieux, mais son visage s'était durci. Quelque chose n'allait pas. Il commençait à le comprendre. Mais il était trop tard. Ils avaient déjà signé, sans lire, sans poser de questions. Parce qu'ils me faisaient confiance ? Non, parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils pensaient que j'étais faible, que j'étais incapable de me défendre. Je repensais à cette journée de juin 2024, il y a quelques mois, où j'étais assise dans le cabinet de la Dre Florence Garnier. Je pleurais. Encore une fois. Je lui racontais comment Philippe et Valérie m'avaient rendu visite uniquement pour me parler de la propriété. Comment ils m'avaient demandé, presque exigé, que je la leur donne de mon vivant. Pour éviter les complications, avait-il dit, pour simplifier les choses. Mais en réalité, c'était pour être sûr de ne rien perdre, pour être sûr que je ne changerais pas d'avis, pour être sûr de m'écarter définitivement de leur vie. Florence m'avait écouté en silence, comme toujours. Puis elle m'avait regardé droit dans les yeux et m'avait dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Béatrice, vous avez le droit de vous protéger, vous avez le droit de poser des limites, et vous avez le droit de leur montrer que vous n'êtes pas un objet qu'on peut jeter après usage. » Ces mots m'avaient bouleversée, parce que c'était exactement ce que je ressentais. J'étais un objet, un meuble encombrant, quelque chose dont on voulait se débarrasser. Mais ce jour-là, dans le cabinet de Florence, quelque chose en moi avait changé. J'avais pris une décision radicale, une décision qui allait changer ma vie, et celle de mes enfants. Le silence dans le bureau du notaire était devenu insupportable. Philippe tambourinait nerveusement sur l'accoudoir de sa chaise. Valérie avait posé son sac à main par terre et fixait Maître Lemoine avec une expression mêlant confusion et irritation. Thierry, lui, s'était approché davantage de la table, les mâchoires serrées. Il sentait que quelque chose lui échappait, que la situation ne se déroulait pas comme prévu, et il détestait perdre le contrôle. Maître Lemoine ajusta de nouveau ses lunettes et prit une profonde inspiration avant de continuer. «
Conformément à la clause numéro 12 de ce contrat, la donatrice, Madame Béatrice Roche, conserve l'usufruit viager sur la totalité de la propriété située à Gordes, en Provence. Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la pièce. Philippe fronça les sourcils. « L'usufruit viager, qu'est-ce que ça signifie exactement ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Le notaire le regarda avec un calme professionnel. « Cela signifie, Monsieur Roche, que votre mère conserve le droit d'habiter, d'utiliser et de percevoir tous les revenus générés par cette propriété jusqu'à son décès. Vous et votre sœur devenez propriétaires de la nue propriété, c'est-à-dire que vous possédez le bien sur le papier, mais vous ne pouvez ni le vendre, ni le louer, ni l'utiliser sans l'accord formel et écrit de votre mère. » Valérie ouvrit grand les yeux. « Quoi ? Mais alors ça ne sert à rien. » Sa voix monta d'un ton presque hystérique. Philippe se leva brusquement de sa chaise. « C'est une blague ? On a signé pour rien ?» Thierry, lui, restait debout, immobile, mais son regard était fixé sur moi. Un regard dur, accusateur, comme s'il venait de comprendre que je lui avais tendu un piège. Et il avait raison. C'était exactement ce que j'avais fait. Maître Lemoine poursuivit, imperturbable. Cette clause est parfaitement légale et conforme au Code civil français. Elle protège les droits du donateur tout en permettant une transmission anticipée du patrimoine. Valérie secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi, maman ? Pourquoi tu as fait ça ?» Sa voix était remplie de reproches, pas de tristesse, pas de compréhension, juste de la colère. Parce qu'elle réalisait qu'elle ne pourrait pas vendre la maison immédiatement, qu'elle ne pourrait pas toucher l'argent qu'elle espérait, qu'elle devrait attendre que je meure, et visiblement, cette idée la révoltait. Je la regardais calmement. « Parce que j'ai besoin de savoir où je vais vivre, Valérie. Parce que cette maison est mon seul véritable chez moi. » Philippe donna un coup de poing sur la table. « Tu aurais pu nous le dire avant. On n'aurait pas perdu notre temps ici. » Maître Lemoine leva la main pour calmer les esprits. « Monsieur Roche, je vous prie de vous asseoir. La lecture n'est pas terminée. » Philippe hésita, puis se rassit lentement, les poings serrés. Thierry, lui, n'avait toujours pas bougé. Il continuait de me fixer, comme s'il cherchait à comprendre ce qui m'avait poussé à agir ainsi, comme s'il essayait de trouver une faille, une faiblesse. Mais il n'en trouverait pas. Pas cette fois. Un instant, chers auditeurs. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Votre soutien est précieux. Le notaire tourna une nouvelle page. Il y a également une clause numéro 13 qui mérite une attention particulière. Philippe et Valérie se regardèrent, inquiets. Thierry serra les dents. Cette clause, poursuivit Maître Lemoine, concerne la révocation de la donation pour cause d'ingratitude manifeste. Conformément à l'article 955 du Code civil français, une donation peut être révoquée si le donataire se rend coupable d'ingratitude envers le donateur. Valérie secoua la tête, perdue. Ingratitude manifeste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le notaire croisa les mains sur la table. Cela signifie que si des actes, des paroles ou des comportements graves portent atteinte à la dignité, à l'honneur ou à la sécurité du donateur, ce dernier peut demander l'annulation complète de la donation. Et dans ce cas précis, Madame Roche récupérerait l'intégralité de ses droits sur la propriété. Philippe ricana nerveusement. C'est ridicule. On n'a rien fait de grave. Maître Lemoine leva les yeux et regarda directement Thierry. La phrase prononcée il y a quelques instants, en présence de témoins, par Monsieur Thierry Roche, à savoir « Maintenant, nous n'avons plus besoin de toi », peut être juridiquement considérée comme une manifestation d'ingratitude. Le silence qui suivit fut total, absolu. Même le tic-tac de l'horloge sembla s'arrêter. Thierry pâlit. Philippe ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Valérie regarda son père, puis moi, puis de nouveau le notaire, comme si elle venait de réaliser l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Vous voulez dire que... » commença Philippe, la voix tremblante, « que maman peut tout annuler. » Juste à cause de cette phrase ? Maître Lemoine hocha la tête. « Exactement. Si Madame Roche le souhaite, elle peut engager une procédure de révocation pour ingratitude. Et compte tenu des témoignages présents dans cette pièce, elle a toutes les chances de gagner. » Thierry fit un pas en arrière, comme s'il venait de recevoir un coup. Son visage, habituellement arrogant,
était maintenant marqué par l'inquiétude. Valérie porta la main à sa bouche. Philippe resta figé, les yeux rivés sur moi. Je les regardais tous les trois. Ces personnes qui avaient partagé ma vie. Ces personnes qui m'avaient fait tant de mal. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis libre. Libre de la peur. Libre de la culpabilité. Libre de l'obligation de toujours céder, toujours pardonner, toujours accepter. Maître Lemoine referma le dossier et croisa les mains. Madame Roche dispose désormais d'un délai légal pour décider si elle souhaite ou non maintenir cette donation. En attendant, la propriété reste sous son contrôle exclusif. Philippe se tourna vers moi, le visage rouge de colère. « Tu nous as piégés. Tout ça, c'était un plan. » Je le regardais calmement. « Non, Philippe, c'était une protection. Une protection contre votre indifférence, contre votre mépris, contre le fait que vous ne me voyiez plus comme votre mère, mais comme un obstacle à éliminer. » Valérie secoua la tête, les larmes aux yeux. Mais ces larmes n'étaient pas de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage, parce qu'elle venait de comprendre qu'elle ne pourrait pas toucher l'argent qu'elle espérait. Thierry s'approcha de moi, le visage dur. « Béatrice, tu ne peux pas faire ça. On a des droits. » Je me levai lentement, soutenant son regard. « Oui, Thierry, moi aussi j'ai des droits, et j'ai enfin décidé de les faire valoir. » Le regard de Thierry était brûlant de colère contenue. Il serrait les poings, visiblement tiraillé entre l'envie de crier et la nécessité de garder une contenance devant le notaire. Philippe, lui, s'était rassis, la tête entre les mains, comme s'il essayait de comprendre comment la situation avait pu lui échapper à ce point. Valérie fixait le sol, les lèvres tremblantes, oscillant entre l'incrédulité et la rage. L'atmosphère dans le bureau était électrique, chargée d'une tension palpable qui rendait l'air presque irrespirable. Maître Lemoine se racla la gorge, attirant de nouveau l'attention. Avant de conclure cet acte, Madame Roche a également demandé que certaines informations complémentaires soient portées à votre connaissance. Philippe releva brusquement la tête. Quelles informations? Sa voix était lasse, résignée, comme s'il s'attendait déjà à une nouvelle mauvaise nouvelle. Le notaire ouvrit un second dossier, soigneusement rangé dans une chemise en carton beige, et en sortit plusieurs documents. Madame Roche m'a confié la mission de vous informer de l'étendue complète de son patrimoine personnel. Valérie fronça les sourcils. Son patrimoine? Mais on connaît déjà tout. Il y a la maison en Provence, et c'est tout. Maître Lemoine secoua doucement la tête. Non, madame, ce n'est pas tout. Il ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix claire et posée. Madame Béatrice Roche possède actuellement 2 comptes courants auprès du Crédit Lyonnais, dont le solde cumulé s'élève à 340 000 €. Le silence qui suivit fut stupéfiant. Philippe et Valérie se regardèrent, bouche bée. Thierry, lui, resta immobile. Mais une lueur étrange traversa son regard. Maître Lemoine poursuivit sans attendre. Elle détient également un portefeuille d'investissement en actions et en obligations, géré par la Société Générale, d'une valeur estimée à 520 000 €. Valérie porta la main à sa poitrine, comme si elle manquait d'air. Philippe se leva de nouveau, cette fois sans violence, juste sous le choc. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il. « Tu n'as jamais parlé de tout ça. » Je restai silencieuse, le visage impassible. Maître Lemoine continua, imperturbable. De plus, Madame Roche est propriétaire d'un appartement situé dans le 7e arrondissement de Paris qu'elle loue depuis 15 ans. La valeur actuelle de ce bien est estimée à 680 000 €. Thierry fit un pas en avant, le visage livide. « Un appartement qu'à Paris? Depuis 15 ans? Et tu ne nous as jamais rien dit ?» Je le regardais droit dans les yeux. « Pourquoi l'aurais-je fait, Thierry? Pour que tu essaies de me le prendre, comme tu as essayé de tout me prendre lors du divorce. » Ma voix était calme, mais ferme, pas agressive, juste factuelle. Thierry recula légèrement, comme giflé par mes paroles. Maître Lemoine tourna une nouvelle page. Enfin, Madame Roche possède une seconde propriété rurale située en Bretagne, dans le Finistère, d'une valeur estimée à 410 000 €. Valérie porta les mains à son visage.
Je ne comprends pas. Pourquoi tu nous as caché tout ça ?» Sa voix était brisée, mais pas par la tristesse, par la frustration, par le sentiment d'avoir été dupée, par la réalisation qu'elle avait sous-estimé sa propre mère. Je la regardais longuement avant de répondre. « Parce que vous ne m'avez jamais posé de questions sur moi, Valérie. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais, ce que je faisais de ma vie, ce qui me rendait heureuse. Vous ne m'avez posé qu'une seule question, encore et encore. Quand est-ce que vous pourrez avoir ma maison en Provence ?» Philippe secoua la tête, incrédule. « Mais tout cet argent, c'est bien. Pourquoi tu vis comme si tu n'avais rien ?» Je souris tristement. « Parce que je n'ai jamais eu besoin de grand-chose pour être heureuse, Philippe. Contrairement à vous, je n'ai jamais mesuré ma valeur à la taille de mon compte en banque. » Thierry intervint, la voix dure. « Arrête ton cinéma, Béatrice. Tout ça, c'est de la manipulation. » Je le regardais, toujours calme. « Non, Thierry, c'est de la prévoyance. C'est ce que tu m'as appris, ironiquement. Protéger ce qui m'appartient. » Maître Lemoine reprit la parole, coupant court à toute tentative de discussion. « Il y a une dernière information que Madame Roche souhaite partager avec vous. » Philippe leva les yeux au ciel, exaspéré. « Quoi encore ?» Le notaire ouvrit une enveloppe scellée, marquée du sceau officiel d'un cabinet notarial. Madame Roche a établi, il y a 3 mois, un testament authentique, enregistré et déposé au fichier central des dispositions de dernière volonté. Valérie se figea. « Un testament ? Mais tu n'es même pas malade ?» Je la regardais doucement. « Non, Valérie, je ne suis pas malade, mais j'ai 68 ans, et j'ai décidé de prendre mes dispositions pendant que j'en suis encore capable. » Maître Lemoine poursuivit. « Conformément aux volontés exprimées dans ce testament, l'ensemble des biens mentionnés précédemment, à l'exception de la propriété de Gordes, qui a fait l'objet de la donation signée aujourd'hui, seront légués intégralement à une tierce personne. » Philippe et Valérie échangèrent un regard paniqué. « Une tierce personne ? Qui ?» demanda Philippe d'une voix étranglée. Maître Lemoine tourna son regard vers le fond de la pièce. « Docteur Florence Garnier. » Pour la première fois, Philippe et Valérie se retournèrent complètement et remarquèrent la présence discrète d'une femme assise dans un coin du bureau. Florence était là depuis le début, silencieuse, observant la scène avec un calme professionnel. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux gris coiffés en chignon, et son visage exprimait une compassion mesurée. Valérie écarquilla les yeux. « Qui est-ce » Maître Lemoine répondit avant que je puisse le faire. La docteure Garnier est la psychologue qui accompagne Madame Roche depuis plus de 20 ans. Thierry ricana amèrement. « Sa psy ? Tu lègues tout à ta psy ?» Je me tournai vers lui, le regard dur. « Je lègue tout à la seule personne qui a été là pour moi quand j'en avais besoin. La seule personne qui m'a écouté, qui m'a soutenu, qui m'a aidé à comprendre que je méritais mieux que votre indifférence. » Philippe se leva brusquement et pointa Florence du doigt. « C'est elle qui t'a monté la tête. C'est elle qui t'a convaincu de faire tout ça. » Florence resta immobile, sans répondre. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Maître Lemoine intervint fermement. « Monsieur Roche, je vous rappelle que nous sommes dans un cadre légal et que toutes les dispositions prises par votre mère sont parfaitement conformes à la loi. Aucune manipulation n'a eu lieu. » Philippe se rassit, vaincu. Valérie pleurait maintenant, mais c'étaient des larmes de rage impuissantes. Thierry, lui, restait debout, les bras croisés, le visage fermé. Il venait de réaliser qu'il avait perdu, que son plan avait échoué, que je n'étais plus la femme fragile qu'il avait manipulée pendant des années. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, et il ne pouvait rien y faire. Florence Garnier se leva lentement de sa chaise au fond de la pièce. Tous les regards se tournèrent envers elle. Elle avança de quelques pas, posément, sans précipitation, et se plaça à côté de moi. Son visage exprimait une dignité tranquille, une assurance qui contrastait avec la tension palpable qui régnait dans le bureau. Philippe la fixait avec hostilité. Valérie détournait le regard, incapable de soutenir sa présence. Thierry, lui, l'observait avec un mélange de méfiance et de mépris. Florence prit la parole d'une voix calme, posée, mais empreinte d'une force intérieure indéniable. « Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous pensez que j'ai manipulé votre mère, que je l'ai convaincue de vous déshériter, que j'ai profité de sa fragilité pour m'enrichir. » Elle marqua une pause,
laissant ses mots résonner dans la pièce. « Mais vous vous trompez complètement. Ce n'est pas moi qui ai changé Béatrice. Ce sont vos actions, vos mots, votre indifférence. » Philippe voulut l'interrompre, mais elle leva la main fermement. « Non, laissez-moi finir. Vous allez m'écouter pour une fois. » Sa voix, bien que douce, avait une autorité qui le fit se rasseoir. Florence continua. « Savez-vous combien de fois Béatrice est venue dans mon cabinet en pleurant? Combien de fois elle m'a raconté qu'elle avait attendu votre appel pendant des jours, des semaines, sans jamais le recevoir? Combien de fois elle a préparé des repas pour vous, des cadeaux, des attentions, et que vous n'êtes jamais venu? » Valérie détourna le regard, mal à l'aise. Philippe serra les mâchoires. Florence poursuivit, son regard passant de l'un à l'autre. Elle me parlait de Noël 2018. Elle avait préparé un réveillon complet. Tout était prêt. La table, les plats, les décorations. Elle vous a appelé pour confirmer votre venue. Et vous lui avez dit, au dernier moment, que vous passiez la soirée avec votre père dans un restaurant chic. Elle est restée seule devant cette table dressée pour 5 personnes à pleurer en silence. Valérie baissa la tête. C'était il y a longtemps, murmura-t-elle faiblement. Florence la regarda intensément. Non, Valérie. Ce n'était pas il y a longtemps. C'était l'année dernière aussi, et l'année d'avant, et toutes les années depuis votre divorce. Vous avez systématiquement choisi votre père. Pas parce qu'il était meilleur, mais parce qu'il vous offrait plus d'argent, plus de cadeaux, plus de voyages. Philippe se leva, le visage rouge. « Ça suffit, vous n'avez pas à nous juger. » Florence ne recula pas. « Je ne vous juge pas. Je vous dis simplement la vérité. Une vérité que vous refusez d'entendre depuis des années. » Elle se tourna vers Thierry. « Et vous? Vous avez passé des années à leur enseigner que leur mère ne valait rien, que c'était une femme faible, une femme sans importance. Vous les avez manipulés contre elle, dès leur plus jeune âge, pour garder le contrôle. » Thierry ricana froidement. « Et vous, docteur Garnier, vous êtes un modèle de désintéressement, n'est-ce pas? Vous héritez de presque 2 millions d'euros et vous osez nous donner des leçons ?» Florence soutint son regard sans ciller. « Je n'ai jamais demandé cet héritage. Je n'étais même pas au courant avant aujourd'hui. Quand Béatrice m'a parlé de son projet, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, que mon rôle était de l'accompagner, pas de profiter d'elle. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. Mais elle a insisté. Elle m'a dit qu'elle voulait que quelqu'un, au moins une personne dans sa vie, bénéficie de ce qu'elle avait construit. Pas parce que cette personne le lui avait demandé, mais parce que cette personne avait été là, simplement là, présente, à l'écoute, sans rien attendre en retour. Florence se tourna vers moi et posa doucement sa main sur mon épaule. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été présente, parce que Béatrice mérite d'être entendue, d'être respectée, d'être aimée. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Philippe et Valérie ne savaient plus où regarder. Thierry restait debout, les bras croisés, mais son arrogance avait disparu. Florence reprit la parole, son regard balayant la pièce. « Vous savez ce qui est le plus triste dans tout ça? Ce n'est pas l'argent que vous allez perdre. Ce n'est pas la propriété que vous ne pourrez pas vendre. C'est le fait que vous ne comprenez toujours pas ce que vous avez vraiment perdu. » Valérie leva les yeux vers elle, les larmes coulant sur ses joues. « Qu'est-ce qu'on a perdu ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Florence la regarda avec une infinie tristesse. « Votre mère. Vous avez perdu votre mère, pas parce qu'elle est morte, mais parce que vous l'avez abandonnée. Vous l'avez traitée comme un objet, comme une ressource à exploiter, et aujourd'hui, elle a décidé qu'elle méritait mieux. » Philippe secoua la tête, les yeux rouges. « On peut encore arranger les choses, on peut parler, on peut. » Florence l'interrompit doucement. « Non, Philippe, il est trop tard pour parler. Vous avez eu des années pour parler, des années pour écouter, des années pour être présent. Mais vous avez choisi de ne pas le faire. Aujourd'hui, votre mère a simplement fait le choix de se protéger. Et c'est son droit le plus absolu. » Elle se tourna vers Maître Lemoine. « Je crois que tout a été dit. » Le notaire hocha la tête et referma définitivement les dossiers. En effet, l'acte de donation est signé et enregistré. Les clauses sont en vigueur.
Madame Roche conserve l'usufruit viager de la propriété de Gordes et peut, à tout moment, invoquer la clause de révocation pour ingratitude si elle le juge nécessaire. Quant aux autres biens, ils sont clairement désignés dans le testament déposé et seront transmis conformément aux volontés de la testatrice. Philippe se leva lentement, vaincu. Il regarda sa mère, moi, avec des yeux dans lesquels se mêlaient la colère, l'incompréhension et peut-être, pour la première fois, une forme de regret. « Tu nous as piégés, » dit-il d'une voix sourde. Je le regardai calmement. « Non, Philippe, je me suis protégée. C'est différent. » Valérie se leva à son tour, essuyant ses larmes. « Je ne pensais pas que tu irais jusque-là. » Je souris tristement. « Moi non plus, Valérie. Mais vous m'avez laissé sans choix. » Thierry s'approcha de moi, le visage dur. « Tu vas le regretter, Béatrice. » Je soutins son regard sans trembler. « Non, Thierry. C'est vous qui allez le regretter, parce que vous venez de perdre la seule personne qui vous aimait encore malgré tout. » Il serra les poings, puis se détourna brusquement et sortit du bureau sans un mot. Philippe et Valérie le suivirent en silence, la tête basse, sans me regarder. La porte se referma derrière eux. Le silence revint, mais cette fois, ce n'était plus un silence oppressant. C'était un silence apaisant, libérateur. Florence me prit doucement la main. « Ça va aller ?» demanda-t-elle avec douceur. Je hochai la tête, les larmes aux yeux. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, je crois que ça va aller. » Maître Lemoine rangea méthodiquement les documents dans leurs chemises respectives. Il me regarda avec un respect que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Madame Roche, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans les semaines à venir, n'hésitez pas à me contacter. Vous êtes désormais légalement protégée. » Je le remerciai d'un signe de tête. Florence restait à mes côtés, silencieuse mais présente. Toujours présente, comme elle l'avait été pendant toutes ces années. Nous sortîmes du bureau ensemble. Dehors, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris pâle. Les rues de Paris étaient mouillées, brillantes, sous les réverbères qui commençaient à s'allumer. Florence me proposa de prendre un café avant de rentrer. J'acceptai. Nous marchâmes en silence jusqu'à un petit café du quartier, un endroit calme et discret où je venais parfois seule, autrefois, quand j'avais besoin de réfléchir. Nous nous installâmes près de la fenêtre. Florence commanda 2 expressos. Pendant un long moment, aucune de nous ne parla. Nous regardions simplement la rue, les passants pressés, les voitures qui filaient sur le pavé humide. Puis, Florence rompit le silence. « Comment te sens-tu » Je pris une profonde inspiration. Épuisée, soulagée, triste aussi. Elle hocha la tête. « C'est normal. Ce que tu viens de faire demandait un courage immense. » Je regardais mon reflet dans la vitre. Cette femme de 68 ans, aux cheveux gris, aux rides marquées par les années, aux yeux fatigués, mais enfin apaisés. Était-ce vraiment moi ? Avais-je vraiment tenu tête à mes enfants et à mon ex-mari ? Avais-je vraiment réussi à reprendre le contrôle de ma vie ? Florence sembla lire dans mes pensées. « Oui, Béatrice, c'était bien toi, la vraie toi, celle que tu as toujours été, mais que tu avais oubliée. » Je souris faiblement. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Florence posa sa main sur la mienne. « Tu as fait ce qui était juste, pour toi, et c'est tout ce qui compte. » Nous restâmes silencieuses un moment, puis je lui demandai la question qui me brûlait les lèvres depuis la révélation dans le bureau. « Florence, pourquoi as-tu accepté ? Pourquoi as-tu accepté cet héritage ?» Elle me regarda avec surprise. « Parce que tu me l'as demandé, parce que tu voulais que je l'accepte. » Je secouai la tête. « Non, dis-moi la vraie raison. » Florence soupira doucement. « La vraie raison ? Parce que tu m'as montré pendant toutes ces années ce qu'est la résilience. Tu m'as montré qu'on peut survivre à la trahison, à l'abandon, à l'indifférence, et que même après tout ça, on peut encore choisir de vivre avec dignité. Tu m'as donné une leçon de vie que je n'oublierai jamais. Accepter cet héritage, c'est ma façon de te dire merci. » Ces mots me touchèrent profondément. Je sentis les larmes monter. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Florence sourit. « Tu aurais survécu, parce que tu es plus forte que tu ne le crois. » Nous finîmes nos cafés en silence, puis Florence me raccompagna jusqu'à la station de métro. Avant de nous séparer, elle me serra dans ses bras. « Appelle-moi si tu as besoin de parler, n'importe quand. » Je promis que je le ferais.
Je rentrais chez moi en métro. L'appartement était vide, silencieux. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce silence ne me pesait pas. Il était apaisant. Je m'assis sur le canapé et regardais autour de moi. Les murs étaient couverts de photos. Des photos de Philippe et Valérie enfants. Des photos de famille prises il y a des décennies, quand nous étions encore une famille. Quand Thierry souriait sincèrement. Quand mes enfants me regardaient avec amour. Où tout avait-il basculé? Quand avais-je cessé d'être leur mère pour devenir un fardeau? Je repensais à toutes ces années passées à essayer de les comprendre, de les excuser, de me convaincre que c'était ma faute. Que si j'avais été une meilleure mère, ils m'auraient aimée davantage. Que si j'avais été plus forte, plus présente, plus généreuse, ils ne m'auraient pas abandonnée. Mais aujourd'hui, je comprenais enfin que ce n'était pas ma faute, que j'avais fait de mon mieux, que j'avais donné tout ce que je pouvais. Je me levais et marchais jusqu'à la chambre. Sur ma table de nuit, il y avait un journal intime que je tenais depuis des années. Je l'ouvris et relus certaines pages. Des pages remplies de douleurs, de questions, de larmes. Pourquoi mes enfants ne m'aiment-ils plus? Qu'ai-je fait de mal? Comment puis-je les reconquérir? Ces questions revenaient sans cesse, page après page, année après année. Mais aujourd'hui, je n'avais plus besoin de ces questions. J'avais trouvé mes réponses. Je pris un stylo et écrivis une dernière entrée. Aujourd'hui, 15 novembre 2024, j'ai repris ma vie. J'ai cessé d'attendre qu'ils m'aiment. J'ai cessé de mendier leur attention. J'ai cessé de croire que je ne valais rien. Je sais maintenant que je mérite le respect, que je mérite la dignité, et que je ne suis plus seule. Florence est là, et surtout, je suis là, pour moi-même. Je refermais le journal et le rangeais dans le tiroir. Le lendemain matin, je me réveillais avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je préparais mon café, m'assis près de la fenêtre et regardais Paris se réveiller lentement. Les rues s'animaient, les gens allaient travailler. La vie continuait. Et moi aussi, je continuais. Pas comme une victime, pas comme une femme brisée, mais comme Béatrice Roche, une femme de 68 ans qui avait enfin appris à se défendre. Mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. J'hésitais, puis décrochais. « Allô ?» Une voix féminine, professionnelle. « Madame Roche ? Ici le cabinet de Maître Lemoine. Le notaire souhaite vous informer qu'il a reçu ce matin un courrier de Monsieur Philippe Roche demandant une révision de l'acte signé hier. » Mon cœur se serra. Une révision ? La voix continua. « Oui, mais Maître Lemoine souhaite vous rassurer. L'acte est inattaquable. Votre fils ne peut rien faire. » Je remerciai la secrétaire et raccrochai. Philippe ne lâchait pas prise. Bien sûr qu'il ne lâchait pas. Il avait toujours été ainsi, obstiné, acharné, incapable d'accepter la défaite. Mais cette fois, il n'avait pas le choix. Cette fois, j'avais la loi de mon côté. Et surtout, j'avais la force de tenir bon. Je posai le téléphone et souris. Philippe pouvait contester autant qu'il le voulait. Cela ne changerait rien. J'avais gagné. Pas contre eux, mais pour moi. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Je ne reçus aucun appel de mes enfants, aucun message, aucun signe de vie. Au début, cela me fit mal. Puis, progressivement, je réalisais que c'était exactement ce dont j'avais besoin. De la distance, du silence, de l'espace pour respirer, pour guérir, pour me reconstruire. Florence m'appela plusieurs fois pour prendre de mes nouvelles. Nous déjeunâmes ensemble une fois. Elle me parla de ses patients, de sa vie, de ses projets, et pour la première fois, je réalisais que Florence n'était pas seulement ma thérapeute. Elle était mon amie, ma seule véritable amie. 2 semaines passèrent sans nouvelles de Philippe ni de Valérie. Le silence était devenu ma nouvelle normalité. Je repris mes habitudes quotidiennes, mais avec une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Je me promenais dans les rues de Montmartre, je lisais au café, je visitais des expositions. Des choses simples que j'avais arrêté de faire parce que je me sentais coupable de profiter de la vie pendant que mes enfants, pensais-je, souffraient de mon absence. Mais maintenant, je comprenais que c'était faux. Ils ne souffraient pas de mon absence. Ils ne remarquaient même pas mon absence. Ils ne pensaient à moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Et cette prise de conscience,
aussi douloureuse soit-elle, était libératrice. Je n'avais plus à porter le poids de leur indifférence. Je pouvais enfin vivre pour moi. Un matin de décembre, alors que je préparais mon petit déjeuner, mon téléphone sonna. C'était Valérie. Mon cœur se serra. J'hésitais longuement avant de décrocher. « Allô ?» Sa voix était douce, presque fragile. « Maman, c'est moi. » Je ne répondis pas immédiatement. « Je sais que tu es là, maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Je m'assis lentement. « Que veux-tu, Valérie ?» Il y eut un silence, puis elle reprit. « Je voulais te parler, te voir si possible. » Je fermai les yeux. « Pourquoi maintenant, Valérie? Pourquoi après 2 semaines de silence ?» Elle hésita. « Parce que j'ai réfléchi, parce que j'ai réalisé certaines choses, parce que tu me manques. » Ces mots auraient dû me toucher, mais ils sonnèrent creux. Combien de fois avais-je entendu des promesses semblables? Combien de fois avais-je cru que les choses allaient changer? « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Valérie. » Elle insista. « S'il te plaît, maman, juste un café, juste une conversation. Je ne te demande rien d'autre. » Je soupirai. « D'accord, un café. Demain après-midi, au café près de la station Abbesse. » Elle accepta rapidement, comme si elle craignait que je change d'avis. Nous raccrochâmes. Je restai assise, le téléphone à la main, me demandant si j'avais bien fait d'accepter. Florence m'avait prévenu que mes enfants tenteraient probablement de revenir. Pas par amour, mais par intérêt, ou par culpabilité, ou par peur de perdre définitivement ce qu'ils considéraient comme leur dû. Le lendemain, je me rendis au café en avance. Je voulais être installée, calme, prête à affronter cette conversation sans me laisser déstabiliser. Valérie arriva quelques minutes après moi. Elle portait un manteau sobre, sans le sac de luxe habituel. Ses cheveux étaient attachés simplement. Elle semblait différente, plus petite, moins assurée. Elle s'assit en face de moi, commanda un thé et resta silencieuse un moment. « Merci d'être venue, maman, » dit-elle finalement. Je hochai la tête. « Tu voulais me parler. » Elle baissa les yeux. Je ne sais pas par où commencer. Je ne l'aidais pas. Je voulais qu'elle trouve ses propres mots. Elle prit une profonde inspiration. Ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé chez le notaire, à ce que la docteure Garnier a dit, à tout ce que tu as fait pour nous et que nous n'avons jamais remarqué. Je restai silencieuse. Valérie continua. Je me suis souvenue de Noël 2018, quand nous t'avons laissé seule. Je me souviens maintenant que tu avais préparé tout un repas, que tu étais heureuse au téléphone quand tu nous as appelés pour confirmer, et que je t'ai dit, sans même réfléchir, que nous allions au restaurant avec papa. Je n'ai même pas pensé à ce que tu ressentirais. Elle leva les yeux vers moi, les larmes au bord des paupières. Je suis désolée, maman. Ces mots, je les avais attendus pendant des années. Mais aujourd'hui, ils ne suffisaient plus. Désolée de quoi exactement, Valérie? Désolée de m'avoir abandonnée? Désolée de m'avoir traitée comme un objet? Ou désolée de ne pas pouvoir vendre ma maison maintenant? Elle tressaillit. Je sais ce que tu penses, que je viens te voir par intérêt. Mais ce n'est pas vrai. Je viens parce que j'ai réalisé que j'ai perdu ma mère. Je la regardais longuement. Tu n'as pas perdu ta mère, Valérie. Tu l'as abandonnée. Il y a une différence. Elle baissa la tête, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Je sais, et je ne sais pas comment réparer ça. Je posai ma tasse. Tu ne peux pas réparer. Valérie. Pas en une conversation. Pas en quelques excuses. Ce que vous m'avez fait, toi, Philippe et votre père, ne s'efface pas comme ça. Elle hocha la tête, les épaules affaissées. Je comprends. Mais est-ce qu'on peut au moins essayer? Est-ce qu'on peut recommencer? Je réfléchis longuement avant de répondre. Je ne sais pas, Valérie. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai passé tellement d'années à espérer que vous me regardiez enfin, que vous me voyiez, et maintenant que c'est le cas, je ne suis plus sûre de vouloir être vue. Ma voix était calme, mais ferme. Valérie essuya ses larmes. Je comprends. Mais si tu changes d'avis, si un jour tu veux me donner une chance, appelle-moi, s'il te plaît. Elle se leva, déposa quelques euros sur la table pour régler son thé et partit sans se retourner. Je restais assise, seule, regardant par la fenêtre. Était-ce de la tristesse que je ressentais? De la colère? Du soulagement? Je ne savais plus. Peut-être un mélange des trois.
Je rentrai chez moi et appelai Florence. Je lui racontai la rencontre. Elle m'écouta attentivement, puis me dit simplement « Comment te sens-tu » Je réfléchis. Je me sens libre. Libre de ne pas avoir à pardonner immédiatement. Libre de prendre mon temps. Libre de décider si je veux ou non les laisser revenir dans ma vie. Florence sourit au téléphone. Alors tu as fait exactement ce qu'il fallait. Les jours suivants, Philippe tenta également de me contacter. Il m'envoya plusieurs messages. « Maman, on doit parler. »« Maman, s'il te plaît, réponds. »« Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. » Je ne répondis à aucun, pas par cruauté, mais parce que je n'étais pas prête, parce que j'avais besoin de temps, parce que, pour la première fois de ma vie, je mettais mes besoins avant les leurs. Décembre passa lentement. Les rues de Paris se parèrent de lumière de Noël. Les vitrines scintillaient. Les gens couraient acheter des cadeaux. Moi, je restais tranquille dans mon appartement, lisant, écoutant de la musique, me promenant de temps en temps. Florence m'invita à passer le réveillon avec elle et quelques amis. J'acceptais. Ce fut un réveillon simple, chaleureux, rempli de rires et de conversations sincères. Pour la première fois depuis des années, je ne passais pas Noël seule et triste. En janvier 2025, je reçus une lettre recommandée. Elle venait du cabinet de Maître Lemoine. Je l'ouvris avec appréhension. C'était une notification officielle. Philippe avait tenté de contester l'acte de donation devant un tribunal. Mais le juge avait rejeté sa demande, confirmant que toutes les clauses étaient parfaitement légales et que je conservais tous mes droits. Je lus la lettre 2 fois, puis la rangeai soigneusement dans un tiroir. Philippe avait perdu, non seulement juridiquement, mais aussi moralement. Il avait montré au monde entier qu'il était prêt à attaquer sa propre mère en justice pour de l'argent. Et cette vérité, personne ne pourrait jamais l'effacer. Je repensais à la phrase de Florence lors de cette journée chez le notaire. « Ce que vous avez vraiment perdu, ce n'est pas l'argent, c'est votre mère. » Elle avait raison, il m'avait perdu, pas parce que j'étais morte, mais parce qu'ils m'avaient tuée, petit à petit, année après année, avec leur indifférence. Février arriva avec son froid glacial et ses matinées grises. Paris était enveloppé d'une brume épaisse qui rendait les rues presque irréelles. Je passais mes journées à préparer mon départ pour la Provence. Depuis la signature chez le notaire, j'avais décidé de m'installer définitivement dans ma maison de Gordes, loin de Paris, loin des souvenirs douloureux, loin de mes enfants qui continuaient à m'envoyer des messages que je ne lisais plus. Florence vint m'aider à trier mes affaires. Nous passâmes plusieurs après-midi ensemble, fouillant dans les cartons, séparant ce que je voulais garder de ce que je voulais donner. En triant mes vêtements, je tombais sur une robe que j'avais portée le jour du mariage de Philippe, en 2015. C'était une robe bleue, élégante, que j'avais choisie avec soin. Je me souvenais de ce jour comme si c'était hier. Philippe m'avait à peine adressé la parole. Il m'avait placé à une table au fond de la salle, loin de la famille, loin des invités importants. Thierry, lui, était à la table d'honneur, souriant, recevant les félicitations comme s'il était le seul parent. Valérie était demoiselle d'honneur. Elle avait passé la soirée à éviter mon regard. Je m'étais sentie invisible, étrangère à ma propre famille. J'avais quitté la réception avant la fin, sans que personne ne remarque mon absence. Je regardais la robe longuement, puis la pliai et la mis dans le sac destiné aux dons. « Tu es sûre ?» demanda Florence. Je hochai la tête. Certaine. Je n'ai plus besoin de garder ces souvenirs. Florence me sourit avec tendresse. « Tu as vraiment changé, Béatrice. » Je souris en retour. « Non, je suis redevenue moi-même. » Nous continuâmes à trier en silence, et progressivement, je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Chaque objet donné, chaque souvenir abandonné, était une libération. Un soir, alors que je dînais seule dans mon appartement, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'hésitai puis décrochai. « Allô ?» Une voix masculine, hésitante. « Madame Roche, c'est Julien, le mari de Valérie. » Je me figeai. Julien ne m'avait jamais appelé. En 10 ans de mariage avec ma fille, il m'avait à peine adressé la parole. « Oui, Julien, que puis-je faire pour toi ?» Il toussa nerveusement. « Je sais que ce n'est pas ma place de vous appeler, mais je voulais vous dire quelque chose. » J'attendis.
Valérie ne va pas bien depuis la signature chez le notaire. Elle pleure souvent, elle regrette vraiment ce qui s'est passé. Elle m'a raconté beaucoup de choses que j'ignorais, sur la manière dont elle et Philippe vous ont traité, sur l'influence de leur père, et je voulais vous dire que je comprends votre décision. » Ces mots me surprirent. « Pourquoi m'appelles-tu, Julien ?» Il hésita. « Parce que je pense que Valérie mérite une seconde chance. Pas maintenant, pas tout de suite, mais peut-être un jour. Elle a été influencée par son père pendant des années. Elle commence seulement à réaliser l'ampleur de ce qu'elle vous a fait subir. Et je voulais que vous le sachiez. » Je restai silencieuse un moment. « Merci de m'avoir appelé, Julien, mais je ne peux pas promettre que les choses vont changer. » Il soupira. « Je comprends. Je voulais juste que vous sachiez qu'elle regrette sincèrement. » Nous raccrochâmes. Je posai le téléphone et regardais par la fenêtre. Valérie regrettait, peut-être sincèrement. Mais était-ce suffisant? Est-ce que des regrets effaçaient des années d'humiliation? Des années de solitude? Des années de larmes versées en silence? Je ne savais pas. Et pour l'instant, je n'avais pas besoin de savoir. J'avais le droit de prendre mon temps. En mars, je déménageai définitivement à Gordes. La maison était exactement comme je l'avais laissée. Grande, lumineuse, entourée de champs de lavande encore endormis sous l'hiver. Florence vint me rendre visite le premier week-end. Nous marchâmes dans les collines environnantes, respirant l'air pur, écoutant le silence apaisant de la campagne. « C'est magnifique ici, » dit-elle. « Oui, » répondis-je, « c'est chez moi. » Les semaines passèrent tranquillement. Je repris contact avec quelques voisins que je n'avais pas vus depuis longtemps. Je m'inscrivis à un club de lecture local. Je commençai à peindre, une passion que j'avais abandonnée il y a des décennies. Chaque jour, je me réveillais avec un sentiment de légèreté que je n'avais jamais connu auparavant. Je n'attendais plus rien de personne. Je vivais simplement. Pour moi. Un matin d'avril, alors que je prenais mon café sur la terrasse, je reçus un message de Philippe. « Maman, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. » Je regardai le message longuement, puis le supprimai sans répondre. S'il y avait vraiment une urgence, il trouverait un autre moyen de me contacter. Mais je savais que ce n'était pas une urgence. C'était encore une tentative de manipulation. Une tentative de me faire sentir coupable. Une tentative de reprendre le contrôle. Mais je n'étais plus cette femme. Je n'étais plus celle qui cédait à chaque demande, qui pardonnait à chaque offense, qui acceptait l'inacceptable par peur de perdre ses enfants. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Philippe et Valérie ne m'avaient jamais vraiment aimé. Ils avaient aimé l'idée d'une mère, l'idée d'un héritage, l'idée d'une sécurité financière. Mais moi, Béatrice, la femme, l'être humain, je n'avais jamais existé pour eux. Un après-midi, alors que je jardinais, une voiture se gara devant la maison. Mon cœur se serra. C'était la voiture de Valérie. Elle descendit lentement, seule, et avança vers le portail. Je me levai, les mains encore pleines de terre, et la regardai approcher. Elle s'arrêta à quelques mètres de moi. « Maman, » dit-elle doucement. Je ne répondis pas. « Je sais que tu ne veux pas me voir, mais j'avais besoin de venir. J'avais besoin de te dire en face ce que je ressens. » Je croisai les bras. « Qu'est-ce que tu ressens, Valérie ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je ressens de la honte, de la culpabilité, du regret. Je ressens tout ce que j'aurais dû ressentir il y a des années. Quand je t'ai laissé seule à Noël, quand je ne répondais pas à tes appels, quand je ne venais te voir que pour parler de ta maison. » Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Beaucoup. « Et maintenant que tu ressens tout ça, qu'attends-tu de moi ?» demandai-je calmement. Elle secoua la tête. « Rien. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Que j'ai compris ce que je t'ai fait, ce que nous t'avons fait, et que je ne m'attends pas à être pardonnée. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix brisée. « Mais je voulais que tu saches que tu me manques, terriblement. » Je la regardai longuement. Cette femme devant moi était ma fille, celle que j'avais portée, celle que j'avais élevée, celle à qui j'avais tout donné. Et pourtant, elle m'était devenue étrangère. « Tu me manques aussi, Valérie, » dis-je finalement. Mais la Valérie qui me manque est celle qui existait avant, celle qui me regardait avec amour, celle qui me serrait dans ses bras, celle qui m'appelait maman avec tendresse. Cette Valérie-là, je ne sais pas si elle existe encore.
Valérie pleura en silence. « Je ne sais pas non plus, maman, mais je veux essayer de la retrouver. » Je soupirai. « Alors essaie, mais sans moi. Retrouve-toi d'abord. Libère-toi de l'influence de ton père. Deviens la personne que tu veux être. Et peut-être, un jour, nous pourrons nous retrouver. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues, puis se retourna et repartit vers sa voiture. Je regardais la voiture de Valérie s'éloigner sur le chemin de terre jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement derrière les collines. Mon cœur était lourd, mais étrangement apaisé. J'avais dit ce que j'avais à dire, sans colère, sans violence, juste avec honnêteté. Et c'était tout ce que je pouvais offrir pour le moment. Je retournai à mon jardin, plantai mes mains dans la terre fraîche et continuai à travailler. La terre ne mentait pas. Elle ne trahissait pas. Elle donnait ce qu'on lui offrait. Les jours suivants furent étrangement sereins. Je ne reçus plus d'appels, ni de messages, ni de Philippe, ni de Valérie, ni même de Thierry. C'était comme si ma famille avait enfin compris que j'avais besoin d'espace. Ou peut-être avait-il simplement abandonné. Dans les deux cas, cela m'importait peu. J'avais appris à vivre sans leur présence. J'avais appris à être heureuse seule. Florence vint me rendre visite en mai. Nous passâmes une semaine ensemble, nous promenant dans les marchés locaux, visitant les villages perchés de la région, cuisinant ensemble le soir. Un après-midi, alors que nous étions assises sur la terrasse, elle me demanda « Tu penses parfois à ce qui s'est passé chez le notaire ?» Je réfléchis. Oui, mais plus de la même manière. Avant, j'avais peur d'avoir été trop dure. Maintenant, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Florence hocha la tête. « Tu sais, Béatrice, ce que tu as fait ce jour-là, beaucoup de gens ne le feront jamais. Se défendre contre ses propres enfants demande un courage immense. » Je souris tristement. Je n'avais plus le choix. C'était ça, ou disparaître complètement. Florence posa sa main sur la mienne. « Tu n'as pas disparu. Tu as ressurgi, plus forte, plus vraie. » Ces mots me touchèrent profondément. Merci d'avoir été là, Florence. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force. Elle secoua la tête. La force était déjà en toi. Je t'ai juste aidé à la retrouver. Nous restâmes silencieuses un moment, regardant le soleil descendre lentement derrière les collines. La lumière dorée enveloppait les champs de lavande qui commençaient à fleurir. C'était d'une beauté à couper le souffle. « Je suis heureuse ici, » dis-je finalement. Florence sourit. « Je sais, ça se voit. » En juin, je reçus une lettre, une vraie lettre, écrite à la main, postée depuis Paris. L'écriture était celle de Philippe. J'hésitais longuement avant de l'ouvrir. Finalement, je décidai de la lire. « Maman, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi. Je sais que j'ai détruit notre relation, que j'ai été un fils indigne, que j'ai choisi l'argent et papa plutôt que toi. Et je sais que des excuses ne suffisent pas. Mais je voulais te dire que j'ai commencé une thérapie. Pas pour te reconquérir, mais pour comprendre pourquoi je suis devenue cette personne, pourquoi j'ai été capable de te faire autant de mal. Je ne te demande pas de me pardonner, je te demande juste de savoir que j'essaie de changer. Ton fils, Philippe. » Je lus la lettre 3 fois, puis je la pliai soigneusement et la rangeai dans un tiroir. Philippe faisait une thérapie. C'était un début, un tout petit début. Mais était-ce suffisant pour effacer des années de douleur? Non. Serait-ce un jour suffisant? Je ne savais pas. Et pour l'instant, je n'avais pas besoin de savoir. Je vivais enfin pour moi. Et c'était tout ce qui comptait. L'été arriva avec sa chaleur écrasante. Les champs de lavande étaient maintenant en pleine floraison, transformant le paysage en une mer violette à perte de vue. Des touristes vinrent de partout pour photographier cette beauté. Moi, je la vivais chaque jour. Je me promenais dans les champs au lever du soleil, quand l'air était encore frais et que les abeilles commençaient tout juste leur travail. C'étaient mes moments préférés. Des moments de paix absolue. Un matin de juillet, alors que je prenais mon café sur la terrasse, je vis une voiture s'arrêter devant le portail. Mon cœur se serra. Encore une visite inattendue. Mais cette fois, ce n'était ni Philippe ni Valérie. C'était Thierry, seul. Il descendit de la voiture et avança lentement vers la maison. Je ne bougeais pas.
Je le regardais approcher, le visage fermé. Il s'arrêta devant la terrasse et me regarda. « Béatrice, on peut parler ?» Je croisai les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Thierry ?» Il sembla hésiter, ce qui était inhabituel pour lui. Thierry n'hésitait jamais. « Je veux te parler de ce qui s'est passé, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit chez le notaire. » Je le regardais froidement. « Il n'y a rien à dire, Thierry. Tu as montré qui tu étais vraiment. C'est tout. » Il secoua la tête. « Non, ce n'est pas tout. Je suis venu m'excuser. » Ces mots me surprirent, tellement que je faillis éclater de rire. « T'excuser, toi, après toutes ces années ?» Il baissa les yeux. « Je sais que j'ai été un mari terrible, un père pire encore. J'ai monté nos enfants contre toi. Je les ai manipulés. Je leur ai appris à te mépriser. Et je le regrette. » Je me levai lentement. « Tu le regrettes ? Vraiment ? Ou tu regrettes juste d'avoir perdu le contrôle ?» Thierry me regarda avec une expression que je ne lui avais jamais vue, de la vulnérabilité. « Je regrette de t'avoir fait du mal. Je regrette d'avoir gâché notre famille. Je regrette d'avoir été si aveugle, si arrogant, si cruel. » Je le regardais longuement. « Tu sais ce qui est triste, Thierry ? C'est que ces excuses arrivent 20 ans trop tard. Si tu me les avais présentées après notre divorce, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais maintenant, elles ne servent à rien. » Il hocha la tête lentement. « Je sais, mais je devais les dire quand même. » Il tourna les talons et commença à repartir vers sa voiture. Puis, il s'arrêta et se retourna. « Tu as eu raison de faire ce que tu as fait chez le notaire. Tu méritais mieux que nous. » Il monta dans sa voiture et partit. Je restais debout sur la terrasse, regardant la poussière soulevée par les roues disparaître lentement. Thierry s'était excusé, après toutes ces années, après tout le mal qu'il m'avait fait. Mais ses excuses ne changeaient rien. Le passé restait le passé. Août passa dans une douce routine. Je passais mes matinées à peindre, mes après-midi à lire, mes soirées à regarder le coucher du soleil. Florence venait me voir régulièrement. Nous devenions de plus en plus proches. Elle n'était plus seulement ma thérapeute, elle était devenue ma famille. La seule famille qui comptait vraiment. Celle qu'on choisit, celle qui reste. Un soir de septembre, alors que l'été commençait à décliner, je reçus un appel de Maître Lemoine. « Madame Roche, je voulais vous informer que Monsieur Philippe Roche a officiellement retiré sa contestation. L'acte de donation est définitivement validé. Vous êtes entièrement protégé. » Je remerciai le notaire et raccrochai. Philippe avait abandonné. Il avait enfin accepté la réalité. Il avait enfin compris qu'il ne pouvait plus me contrôler. Je sortis sur la terrasse et regardai les étoiles. Elles brillaient intensément dans le ciel noir de la campagne. J'avais 68 ans. J'avais vécu une vie difficile. J'avais connu l'amour, la trahison, l'abandon, la solitude. Mais j'avais aussi connu la résilience, la force, la dignité. Et maintenant, enfin, je connaissais la paix. La vraie paix. Celle qui vient de l'intérieur. Celle que personne ne peut vous enlever. L'automne s'installa doucement sur la Provence. Les champs de lavande avaient perdu leurs couleurs éclatantes, laissant place à des tons de brun et de vert pâle. Les matinées devenaient fraîches et je commençais à allumer la cheminée le soir. La maison était devenue mon sanctuaire, mon refuge, mon lieu de paix. Je n'attendais plus rien de personne. Je vivais simplement, pleinement, pour la première fois de ma vie. En octobre 2025, Florence m'annonça qu'elle avait pris sa retraite. « Je veux profiter de la vie », me dit-elle au téléphone. « Je veux voyager, lire, passer du temps avec les gens que j'aime. » Je souris. « Tu le mérites, Florence, plus que quiconque. » Elle marqua une pause. « En fait, Béatrice, j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu si je venais m'installer en Provence? Pas dans ta maison, bien sûr, mais dans la région, pour qu'on puisse se voir plus souvent ?» Son idée me remplit de joie. « J'adorerais ça, Florence. » Elle rit doucement. « Alors, c'est décidé. Je commence à chercher un appartement la semaine prochaine. » Nous raccrochâmes et je restai assise, le téléphone à la main, submergée par un sentiment de gratitude. Florence, cette femme qui n'avait aucune obligation envers moi, choisissait de rester dans ma vie. Par choix, par amitié,
par amour sincère. Novembre arriva, marquant exactement 1 an depuis cette journée chez le notaire. 1 an depuis que j'avais repris le contrôle de ma vie. 1 an depuis que j'avais cessé d'être une victime. Je repensais à cette femme tremblante qui était entrée dans le bureau de Maître Lemoine, la peur au ventre, les mains moites. Qui était-elle? Elle me semblait désormais si lointaine, si étrangère. J'avais tellement changé en 1 an. J'étais devenue la femme que j'avais toujours dû être. Un matin, alors que je préparais mon café, je reçus un message de Valérie. « Maman, je sais que tu ne veux peut-être pas me répondre, mais je voulais te dire que j'ai quitté papa. Définitivement. Je ne veux plus de son influence dans ma vie. Je commence une thérapie, comme Philippe. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de devenir meilleure. Je t'aime, Valérie. » Je lus le message plusieurs fois. Valérie avait quitté son père. Elle faisait une thérapie. Elle essayait de changer. Une partie de moi voulait croire que c'était sincère. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée trop souvent, restait prudente. Je décidai de ne pas répondre immédiatement. J'avais besoin de réfléchir, de sentir ce que je ressentais vraiment. Pas ce que je devrais ressentir, mais ce que je ressentais réellement. Quelques jours plus tard, je parlais à Florence de ce message. Nous étions assises dans son nouvel appartement à Gordes qu'elle venait de louer. C'était un petit espace chaleureux avec vue sur les collines. « Qu'est-ce que tu ressens en lisant ce message ?» me demanda-t-elle. Je réfléchis longuement. Je ressens de l'espoir, mais aussi de la peur. Peur d'être déçue encore une fois. Peur de croire et d'être trahie. Florence hocha la tête. « C'est normal. Mais tu sais ce qui est important, c'est que tu prennes ta décision en fonction de toi, pas en fonction de ce que Valérie attend, pas en fonction de ce que la société attend d'une mère, mais en fonction de ce que toi, Béatrice, tu veux vraiment. » Ces mots résonnèrent en moi. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Voulais-je renouer avec mes enfants? Voulais-je leur donner une seconde chance? Ou voulais-je simplement continuer ma vie sans eux? Je passais plusieurs jours à réfléchir. Je me promenais dans les collines, je peignais, je lisais, et lentement, progressivement, je compris ce que je voulais. Je voulais garder la porte ouverte, pas grande ouverte, juste entr'ouverte. Assez pour que, si mes enfants changeaient vraiment, s'ils devenaient des personnes meilleures, nous puissions peut-être, un jour, reconstruire quelque chose. Mais sans précipitation, sans pression, à mon rythme. Je décidai de répondre à Valérie. « Valérie, je suis contente que tu fasses cette démarche. C'est courageux. Continue ton chemin. Travaille sur toi. Et peut-être qu'un jour, quand tu seras prête, et quand je serai prête, nous pourrons nous retrouver. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps. Maman. » J'envoyai le message et ressentis immédiatement un soulagement. Je n'avais pas fermé la porte. Mais je n'avais pas non plus tout pardonné. J'avais simplement laissé la possibilité d'un futur différent. Fin novembre, je reçus une lettre de Philippe. « Maman, je continue ma thérapie. J'ai compris beaucoup de choses sur moi-même, sur comment papa m'a influencée, sur comment j'ai choisi l'argent plutôt que l'amour, sur comment je t'ai fait du mal. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je voulais que tu saches que je travaille chaque jour pour devenir un homme meilleur, un homme dont tu pourrais être fier. Si un jour tu veux me voir, je serai là. Ton fils, Philippe. » Je pliai la lettre soigneusement et la rangeai avec celle qu'il m'avait envoyée quelques mois auparavant. Philippe changeait, lentement, progressivement. Peut-être qu'un jour, nous pourrions nous retrouver. Peut-être pas, mais au moins, il essayait. Et c'était déjà quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais qu'une réconciliation, aussi lointaine soit-elle, n'était peut-être pas impossible. Décembre arriva de nouveau. Cette fois, je ne passais pas les fêtes seule. Florence et moi organisâmes un petit réveillon chez moi. Nous invitâmes quelques voisins, des personnes que j'avais apprises à connaître au fil des mois. Nous cuisinâmes ensemble, rîmes ensemble, partagèrent des histoires. Ce fut un réveillon simple, chaleureux, rempli de sincérité. Exactement ce que j'avais toujours voulu. Pour la première fois depuis des décennies, je passais Noël entouré de personnes qui m'appréciaient vraiment. Le soir du réveillon, après le départ des invités, Florence et moi restâmes assises près de la cheminée, regardant les flammes danser,
Tu sais, Béatrice, dit-elle doucement, je suis fière de toi, de tout le chemin que tu as parcouru, de la femme que tu es devenue. Je souris, les larmes aux yeux. Je n'y serais jamais arrivée sans toi, Florence. Elle secoua la tête. Si, tu y serais arrivée, parce que cette force était déjà en toi. Je t'ai juste aidé à la voir. Les derniers jours de décembre 2025 furent paisibles. Je me promenais chaque matin dans mon jardin, observant la nature se préparer pour l'hiver. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, les champs étaient nus. Mais cette nudité n'était pas triste, elle était honnête, vraie, comme moi. J'avais enlevé tous les masques, toutes les fausses attentes, toutes les illusions. Et ce qui restait, c'était moi. Simplement moi. Et j'étais en paix avec ça. Un après-midi, alors que je rangeais de vieilles photos dans un carton, je tombais sur une photo de famille prise il y a 30 ans. Thierry, moi, Philippe et Valérie, tous souriants devant notre maison de Provence. Nous avions l'air heureux. Peut-être l'étions-nous, à ce moment précis, avant que tout ne se brise. Je regardai longuement cette photo, puis la remis dans le carton. Ce n'était plus ma vie, c'était une autre vie, celle d'une autre femme. Le dernier jour de décembre, je m'assis sur ma terrasse et regardais le coucher du soleil. L'année 2025 touchait à sa fin, une année de transformation, de libération, de renaissance. Je repensais à cette journée de novembre 2024 dans le bureau du notaire, à la phrase de Thierry, aux révélations, au regard choqué de mes enfants, à la voix forte de Florence, à ma propre transformation. Tout avait changé ce jour-là. Je pris mon téléphone et écrivis un dernier message à mes enfants. Un message que j'envoyais à Philippe et à Valérie. Mes enfants, je voulais vous dire quelque chose. Je vous ai aimé de tout mon cœur. Je vous aime encore. Mais j'ai appris à m'aimer aussi. Et cet amour pour moi-même ne peut plus être sacrifié. Si un jour vous devenez les personnes que vous voulez être, si un jour vous comprenez vraiment ce que signifie aimer sans condition, alors peut-être pourrons-nous reconstruire quelque chose. Mais sachez que, quoi qu'il arrive, je vais bien. Je suis heureuse. Et je suis enfin libre. Avec tout mon amour, maman. J'envoyais le message et posais le téléphone. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Le vent doux caressait mon visage. J'étais Béatrice Roche. J'avais 68 ans. J'avais survécu à l'abandon, à la trahison, à l'humiliation. Et maintenant, j'étais libre. Vraiment libre. Cette liberté, personne ne pourrait jamais me la reprendre. Je regardais les collines sombres devant moi et souris. Ma vie recommençait. Enfin.